7 juillet 1985, soir. Je crois que c'est tout le système nerveux qui est en train de subir l'opération. Il faut une foi très intense. On est seulement de la matière labourée et sillonnée, et puis c'est tout. C'est par-delà la prière. Maintenant, je me souviens clairement de l'image de cette nuit. J'enlevais ces lacets gris clair pour en acheter d'autres. Et j'avais une sorte d'hésitation ou d'étonnement parce que ces lacets avaient l'air d'être encore bons. Point d'exclamation entre parenthèses. Une fois de plus, je remarque que c'est une conscience très matérielle qui regarde ces images ou les faits de la nuit pendant qu'ils se déroulent, et elle se fait des remarques à elle-même comme s'en ferait ma conscience matérielle la plus extérieure, celle qui observe les choses de la vie quotidienne. Tiens, ces lacets sont encore bons, pourquoi ? C'est ce que j'appelle l'ouvrier. C'est celui qui trouvait que le cercueil, entre guillemets, n'était pas tout droit sur son socle. C'est toujours lui qui voit ces images de la nouvelle conscience et exécute sans bien comprendre. J'enlevais ces lacets gris clair. On m'avertit toujours d'avance des opérations. Ça, c'est une sollicitude merveilleuse et si attentive. Ce qui lasse le corps. C'est curieux tout de même que ce qui communique le mieux avec l'autre côté, ce soit la conscience la plus matérielle. Et c'est elle qui communique le moins avec les vivants. Les communications mentales et surtout vitales avec les vivants, il y en a plein, et pas des plus vrais ni des plus propres, mais ce qui est le plus proche et le plus inconnu, ou le plus recouvert. Mais finalement, qu'est-ce que c'est que l'autre côté ? L'autre côté de notre ignorance. Par exemple, quand j'ai vu ce merveilleux Sri Aurobindo l'année dernière, c'était un 21 juillet, dans cette robe de lumière de soie, à un moment, il a levé les bras en disant « Il fait chaud », comme s'il voulait prendre une douche. Et alors, dans ma conscience, je m'étonnais, je me disais « Tiens, mais il vient de prendre son bain ». Il venait de prendre son bain, entre guillemets, dans les appartements privés où je l'avais rencontré tout d'abord. C'est une conscience très matérielle qui regardait tout cela et faisait ses remarques comme dans la vie tout à fait matérielle. Quand je dis à X, ton mur n'est pas bien cimenté, ou au domestique, tu n'as pas nettoyé cet endroit. C'est curieux, ou cet objet n'est pas à sa place. C'est l'ouvrier qui regarde. Les autres font des discours ou des galipettes. 8 juillet 1985. D'abord, on essaie de déplacer un coussin, de le remonter, le descendre, d'en ajouter un autre, puis d'en retrancher un, et finalement on renonce. On essaie d'étaler les névralgies au soleil divin, d'offrir, laisser aller. C'est comme c'est ainsi, c'est à toi. Mais on sent les sillons monter le long de la jambe, s'étaler, se ramifier dans la cuisse jusqu'au bassin, puis d'autres sillons brûlants descendent dans le cou, s'étalent dans le dos, se ramifient, et on est là impuissant à regarder, à sentir tout cela. Et que faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire de tout ce système bâti par l'évolution animale ? Est-ce que ça peut se transformer ? Ou est-ce seulement la porte douloureuse qui doit s'ouvrir sur l'autre matière, M majuscule ? On ne sait pas, on ne sait rien. Et ce n'est pas tellement la souffrance, mais cette impuissance si totale, cette ignorance si totale où l'on peut seulement offrir tous ces petits sillons qui s'étalent imperturbablement. C'est vraiment toute la question de ce système physique. Je le note par esprit d'observation et pour voir comment ça tournera, entre guillemets. Ce n'est pas du tout ou pas vraiment la souffrance, ni l'idée de guérir, entre guillemets, mais cette question,
Est-ce que ce vieux système physique est récupérable par la vie divine ou est-ce qu'il doit céder la place à un autre système par des voies inconnues? Je pense souvent à cette vision que j'ai eue fin mars, début avril, cette bâtisse de ciment gris sans revêtement aucun, que je cherchais à améliorer ou à embellir avec une colonne de stuc rose, et ma mère, entre guillemets, qui me disait d'un ton de reproche « Tu es en retard, tu fais attendre le bébé ». Mais aussi la question « Comment laisser passer la puissance sans destruction quand tous ces petits sillons s'étalent et se gonflent ?» C'est le travail même qui semble atteint. Ou bien tout fait partie du travail, névralgie comprise. C'est cette étonnante contradiction. On se sent tout à fait impuissant et il y a cette puissance P majuscule si formidable. Après-midi. Toutes mes névralgies ont disparu. C'est miraculeux. Une puissance dense, immobile, de la lumière de Sri Aurobindo. C'est incroyable. Soir. C'est peut-être la réponse à ma question de ce vieux physique animal qui serait récupérable pour la vie divine. Cette nuit, j'ai vu la bête et l'égout. Je n'aurais jamais imaginé que pareille horreur immonde et vivante pût exister. Pourquoi ai-je vu cela? Comment se fait-il que ça existe? Si je l'ai vu sortir de son trou, c'est que la terre est bien près du fond. 9 juillet 1985. Oh, je fais des découvertes tout à fait fabuleuses et concrètes. Toute notre physiologie humaine est une cage d'illusions. Une illusion terriblement concrète et pourtant fausse en lettres capitales. Ce matin, quand j'ai plongé dans la concentration, je m'attendais à retrouver ces vieux sillons de la névralgie. Voilà quelques 2 ans qu'ils sont là et que je les retrouve chaque matin et chaque jour un peu plus répandus. Et puis rien. Une névralgie, c'est quelque chose de concret, évident radiographiquement et douloureusement constatable. Si évident que je me disais encore hier qu'on ne peut pas faire passer un courant de 10 000 watts dans une petite lampe de chevet. Le filament saute, c'est mathématique et mécanique. Eh bien, ce n'est pas vrai. C'est l'illusion qui saute. Nous sommes tout entiers dans une formidable cage d'illusions en lettres capitales. Et alors, la mort essaie de jouer tous ces trucs mortels, de simuler la mort de toutes les façons possibles, par les moyens les plus peinants, les plus douloureux, les plus évidents et radiographiquement constatable. Et c'est une énorme tricherie en lettres capitales. C'est l'énorme tricherie de la mort. Je me le suis dit 1000 fois depuis 3 ans, mais il faut le constater et le reconstater et le reconstater soi-même et dans son propre corps et faire chaque fois cette même découverte fabuleuse. En lettres capitales, toi seul est réel. Il y a le réel et l'illusion. Il faut trouver le réel dans son propre corps. Il faut défaire cet horrible malheur de l'existence. Ce malheur, M majuscule, si concret, si évident, si peinant et qui finit par nous avoir tous et qui est une épouvantable fausseté en lettres capitales. Tout ce malheur de l'existence, toute cette horreur, cette mort inlassable et imperturbable, ce sont des épouvantails, une abominable illusion. Il faut défaire, en lettres capitales, l'illusion. Mais
On se tromperait tout à fait si l'on voulait guérir d'une névralgie, guérir chacun de sa petite vie ou de sa grande maladie. Il faut guérir de l'illusion. Il faut descendre au niveau voulu, là où l'illusion se défait, là où la mort se défait, à la racine en lettres capitales. Là où l'on découvre ce merveilleux, en lettres capitales, toi seul existes, toi seul es réel. Tu es le réel. Et toute cette illusion, douloureuse, évidente, convaincante, ô comme elle est convaincante, se défait dans quelque chose d'inexprimable, qui est la prochaine vie physique, la vie physique, la vie divine sur la terre. Ce n'est pas l'ampoule qui saute, ce n'est pas la petite éprouvette BE23 qui saute, c'est l'illusion qui saute. Je sais très bien que mes névralgies peuvent revenir, mais ce sera l'indice simplement de mon impureté. C'est que je serai retombé dans l'illusion. Je savais bien que cette névralgie avait un sens positif, et qu'elle faisait partie du travail. Tout fait partie du travail. Non, on ne guérit pas, on passe dans le réel. On ne met pas la streptomycine sur une illusion, de la streptomycine sur une illusion. On en sort ou on n'en sort pas. Accessoirement, en italique, la névralgie ou le cancer peuvent s'en aller, mais c'est accessoire. En lettres capitales, c'est accessoire. Je n'ai jamais cherché à guérir de mes névralgies. Je les prenais pour des accidents de terrain et me disais qu'il fallait traverser toutes ces couches de mensonges et d'horreur. Ça, c'était le but. Je savais qu'il y avait la vérité quelque part, la réalité quelque part, la vraie vie quelque part. Sri Aurobindo est mère quelque part. Et dans la matière, dans un corps. Et c'était ça que je cherchais. La vraie vie en lettres capitales. Et même si la mort me tombe dessus, je crierai encore, en lettres capitales, je n'y crois pas. Quand on a vu la bête de l'égout, on ne doute pas qu'il y a une réalité quelque part. Sinon, il n'y a plus qu'à faire sauter la planète. Mais c'est l'illusion qu'il faut faire sauter. Ces fameuses bêtes de l'Apocalypse, je sais maintenant où elles se trouvent. La mort cherche à vous peiner de toutes les façons. La peine, c'est son plus grand truc. Vie nouvelle égale, en lettres capitales, joie. Ce peut être une peine de cœur ou une peine névralgique, mais c'est tout pareil. Tous les niveaux de la peine ou toutes les couches de la peine. C'est peut-être cela, ces lacets de mes chaussures. N'est-ce pas, il y a eu tant de malheurs et tant de peines dans ma vie. Et surtout pendant tant d'années, cette peine humaine, cette blessure, B majuscule, des camps de concentration, et ce n'était pas une blessure illusoire, ce n'était pas une illusion, entre guillemets, et pourtant c'était une illusion. Un passage à traverser. On traverse ou on en meurt. Si l'on tient à l'illusion douloureuse, on en meurt très efficacement. Alors, comme on en meurt tous, les médecins vous disent « Ah, vous voyez bien ». Ce ne sont rien que des prêtres de la mort. Je suis maintenant convaincu que Sri Aurobindo est allé plus profond que les rishis védiques et qu'il a creusé là où personne n'est allé. Il est venu terminer son œuvre, ou leur œuvre. Quelle merveille qu'il existe quelque part une vérité de la matière, elle qui a trimé depuis des milliards d'années. Soir. Sri Aurobindo est mère.
C'est la plus grande fable du monde. Tant que je pensais que c'était des portes psychologiques et spirituelles, je n'y croyais pas. Mais quand j'ai commencé à comprendre que c'était des portes matérielles, alors 10 juillet 1985. Toutes les névralgies sont là. Tous les vieux sillons infatigables. La vieille blessure, B majuscule, s'est rouverte comme si elle n'avait jamais été guérie. Pourquoi? On ne sait pas. C'est cette fabrication humaine. Alors on se retrouve devant ce « il n'y a rien à faire » et c'est comme le sceau de la mort. Et on ne peut pas se dire « ce sera mieux la prochaine fois ». La prochaine fois, on recommencera un autre genre de malheur avec un autre ancêtre. C'est ce fond de douleur, des majuscules, toujours. Ce point inguérissable. Je connais son visage, son sourire, son illusion, ses griffes, et c'est toujours là. C'est comme le fond même de l'humanité. On le guérit 100 000 fois, et il se rouvre la nuit une 100 001e fois. Alors, on appelle Sri Aurobindo. Et on ne sait pas. Il faut changer d'espèce si on peut. Il y a quelque chose qui est la mémoire. Il y a quelque chose qui est tous les vieux enregistrements, toutes les vieilles notes de la vieille vie et de tant de vie comme autant de sillons. C'est là. C'est le système nerveux de la vie. Comme autant de sillons. Bon, il n'y a qu'à continuer. Nécessairement, d'une façon ou d'une autre, en ce temps-ci ou en d'autres, il y aura une autre espèce. Les essais infructueux ne changent rien à l'affaire. De quelle utilité sont ces carnets? Je me le suis souvent demandé. Après-midi. Je crois bien que c'est ce que Mère appelait le transfert du système nerveux. Et elle disait, c'est pire que de mourir. Voir agenda 13, 14 avril 1973, page 104, 405. Je me débat avec la mort. Soir. Vision. Cette nuit du 9 au 10, je me battais contre les forces qui gouvernent la vie matérielle. Elles me volaient mon sac, dans lequel se trouvait mon passeport et mon carnet de chèques. C'est bien symbolique. C'était un sac très légèrement orange-rose et très léger, très fin. Jamais ces névralgies n'ont été si méchantes. PS. C'est tout de même intéressant de voir que les forces qui gouvernent la prison du monde sont les mêmes que celles qui gouvernent la prison du corps. Je me souviens, pendant cette bataille, j'ai dit à ces êtres, ces voleurs, « Je vais appeler ma mère. » Puis je me suis replié. J'ai dit, « Je vais appeler Kali, qui va vous frapper tous. » Ce sont les voleurs de la vie humaine. Peut-être que cela me donnera plus de courage pour affronter mes maux. On ne passe pas aussi facilement à travers les barreaux d'une névralgie qu'à travers les barreaux d'une prison. Mais c'est consolant de savoir que c'est la même. 11 juillet 1985. C'est une espèce de lutte nouée ou de corps à corps avec les gardiens de la prison qui tirent tant qu'ils peuvent sur les lanières, les tentacules de la névralgie et veulent absolument et férocement vous faire sentir que leur prison est intraversable. Et même la puissance, lorsqu'elle vient et envahit le système, semble encore gonfler, tirer les nerfs, accentuer l'impossibilité. Et puis il y a ce cri, majuscule, dans l'être. Cette espèce d'appel désespéré ou de foi désespérée dans tout le corps que, en lettres capitales, ce n'est pas vrai. Il y a ce soleil, cette liberté, cet air nouveau, cette vie vraie, des majuscules partout. Alors les gardiens pressent encore sur le cœur, font sentir leur douleur
Et puis ce cri toujours, cet appel, comme le cri même de l'être du corps. Il y a cette réalité, il y a cette matière vraie, il y a ce soleil qui délivre, il y a, c'est un tel sursaut de vérité en italique, dans tout le corps, comme devant cette bête de l'égout, comme devant ces horreurs, ces gestapos, ces chagrins, un sursaut qui est comme la vie même. Mais non, ce n'est pas vrai. Il y a une réalité derrière toute cette horreur, ce malheur de l'existence, cette illusion cruelle. Et ce n'est même pas une guérison que le corps appelle, c'est presque comme s'il niait ces névralgies, niait cette horreur, niait cette prison. Il veut sortir, en lettres capitales, de la prison tout entière. La réalité matérielle de l'autre côté de tout ce mensonge cruel. Voilà, c'est comme cela. Quand j'étais dans les camps de concentration, je savais de toutes mes forces qu'il y avait autre chose derrière ces barbelés. Eh bien, c'est tout pareil, avec leur névralgie, leur cancer, leurs banques, leur police, leurs consulats et leurs églises et tout le Bataclan du mensonge. En lettres capitales, c'est tout pareil. Il n'y a pas des prisons plus réelles et des prisons moins réelles. Il y a la prison. On ne guérit pas du camp de concentration. On en sort ou on en meurt. Et les gardiens veulent de toute leur force vous faire croire que si vous en sortez, c'est la mort. C'est aussi simple et aussi clair que cela. Il n'y a pas 36 prisons, il y en a une. Et c'est par la porte du corps que l'on en sort, par aucune autre. Je commence à être tout à fait résolu en lettres capitales. Et même si je meurs, vive la liberté. L majuscule. En fait, grâce à ces névralgies, je découvre les gardiens de la physiologie. Autrement, je n'y aurais pas cru si concrètement. 12 juillet 1985. Je suis en train d'apprendre une leçon pratique et détaillée tout à fait étonnante avec ce système nerveux. Il faut suivre et voir. Je ne suis pas là pour te faire du mal. Je suis là pour te protéger. C'est ce que le système m'a dit. Et c'est ainsi que la leçon a commencé. Après-midi. Je crois que le corps est en train d'apprendre le secret pratique de la cage. C'est à la fois extraordinairement simple et très périlleux, jusque dans le moindre détail. J'expliquerai plus tard. En tout cas, résultat de l'opération, pas de névralgie dans le cou, ni dans les épaules, ni dans le dos, seulement dans ma jambe droite. Soit, c'est constamment la même leçon qu'il faut apprendre au corps et à toutes les parties de l'être l'une après l'autre. Mais non, ce n'est pas la mort, c'est la délivrance de tout ce malheur de l'existence. Il faut évidemment être convaincu que c'est un système malheureux, mais qu'il est. Sauf quand ils sont pincés par quelque maladie mortelle évidente. S'ils savaient dans quelle mort invisible ils baignent, ils ne le supporteraient pas. La mort vit de eux. 13 juillet 1985. Ce qui est vraiment intéressant, je crois, c'est que quand le corps commence à être à découvert, c'est-à-dire que son subconscient et sa formation atavique sont suffisamment clairs, décrassés de tout l'embarras habituel. Les craintes, les tu ne peux pas, les interdits médicaux, irrationnels, enfin, toute la croûte mensongère. Il y a une possibilité de communication intelligente, entre guillemets, avec le corps, ou consciente. On peut s'entendre directement. Je suppose que le « on », c'est l'ouvrier en moi, la conscience matérielle, celui que j'ai vu une fois en bleu de chauffe, le mécanicien du corps. Et alors hier, c'était très surprenant parce que soudain,
tout ce système nerveux a eu un mouvement de protestation, comme s'il disait à mon mécanicien ou à l'ouvrier, à la conscience matérielle en moi, « Mais enfin, je ne suis pas là pour te faire du mal, mais pour te protéger. » C'était si clair que j'en étais un peu ahurie. Et en quelques fractions de secondes, il me faisait comprendre. Tu vois, ce nerf optique te donne une affreuse migraine. Mais c'est pour protéger ton œil, pour t'avertir que tu ne dois pas le soumettre à cette lumière de nuages si violente. Tu vois cet autre nerf qui te fait mal dans la nuque? C'est pour t'avertir que ta position est mauvaise et que tu vas abîmer ton corps si tu persistes. Et puis tous ces nerfs, c'est pour te faire savoir que cette dent est mauvaise et que ceci est trop chaud ou trop froid, qu'il y a une inflammation ici ou là, qu'il faut faire attention. Tout le tableau était vu. On sait tout cela théoriquement, mais c'était si intéressant de voir le corps, regarder son propre fonctionnement, découvrir sa propre raison mécanique, si je puis dire. Et finalement, c'était un millier et un millier de signalisations nerveuses qui vous protégeaient, entre guillemets, et envoyaient leurs petits ou leurs grands agacements et finissaient par faire une véritable prison protectrice qui s'enfonçait jusque dans le plus microscopique coin du corps. Il y avait tant de ceci est mauvais et cela est mauvais que tout semblait mauvais et dangereux. La seule position paisible et sans dérangement, c'est d'être mort, point d'exclamation entre parenthèses, ou de dormir. Une fois que j'ai vu le tableau, ou que la conscience corporelle a vu le point de vue de sa mécanique, c'était très intéressant parce que, alors, j'ai essayé de faire entendre ou sentir un autre point de vue à toute cette mécanique. Au lieu de laisser venir massivement la puissance, je l'ai laissé venir par petits jets, lentement, lentement, en disant au corps, « Tu vois, ce n'est pas mauvais, c'est mère qui vient. Laisse-toi faire, laisse-toi aller, baigner là-dedans. » Et je voyais le courant passer à travers tous ces nerfs, comme le courant marin à travers les petites tentacules de l'anémone. Dès que quelque chose se raidissait quelque part, il me le faisait savoir tout de suite, point d'exclamation entre parenthèses. Et j'insistais doucement. Je laissais passer le courant de plus en plus fort. Je lui disais, tu vois, ça ne fait pas mal. Ce n'est pas habituel selon ton habitude, mais ce n'est pas mauvais. C'est le courant de mer. Et finalement, toute la puissance est passée, formidable, sans que le corps ne proteste. Au contraire, il essayait d'être fluide, de comprendre à sa manière. Et je voyais bien que les névralgies du cou, c'était comme une défense du cerveau qui freinait la puissance de l'influx pour ne pas éclater. Là aussi, ça s'est détendu. Et peu à peu, tout a livré le passage, c'est-à-dire que la cage, entre guillemets, semblait vouloir se défaire. Mais on sent que c'est périlleux, entre guillemets, parce que l'influx est si formidablement puissant que s'il y avait soudain la moindre contraction ou le moindre encrassement dans un petit coin, cela ferait sauter tous les plombs. Point d'exclamation entre parenthèses. Voilà l'observation pour le moment. Mais on peut s'entendre directement avec le corps. C'est cela qui est très important. Il faudra voir jusqu'où ça va. À noter que les gardiens de la physiologie sont totalement sous l'influence du mensonge, M majuscule général, renforcé par la médecine et la science. Mais il semble y avoir une possibilité d'entente et de compréhension directe. En fait, toute cette conscience matérielle, physiologique, est hypnotisée. En italique. Elle a dû naviguer à travers beaucoup de dangers pendant ces millions d'années précaires, et il lui faut apprendre la vie sans désastre, et qu'en fait on peut vivre sans prison.
c'est l'anti-ADN. Meher et Sri Aurobindo, c'est l'anti-malheur. « 14 juillet 1985. Je puis dire avec assurance que tout ce physique névralgique est une cage d'illusions. Je crois bien que tout notre monde physique est une cage d'illusions qui nous sépare d'une réalité matérielle miraculeuse et fabuleuse. Mais l'humanité ne veut pas changer. Elle veut seulement embellir son mensonge et améliorer, entre guillemets, son illusion. Que faudra-t-il pour que ça casse? Ils ont miraculeusement coupé 2 feet d'intestin avarié à Mr. Reagan. Point d'exclamation entre parenthèses. Vraiment, leur science est merveilleuse. Sans elle, M. Reagan serait mort, d'une mort certaine. Quant aux autres, ils ont la chance d'être dans la mort incertaine. Est-ce que l'on peut se rebâtir un corps avec la matière libre? Après-midi. Cela devient une bouilloire ou une passoire, je ne sais pas, si folle. Comment est-ce possible? Je ne sais pas.